Bonjour et bienvenue sur ce talk organisé par l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France et la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris pour aborder un sujet qui aura toute sa raison d'être à partir de mai 2018, qui est le Règlement général de la protection des données, RGPD, c'est son petit nom. Et pour parler de ce sujet, j'ai avec moi maître Corinne Thierache, qui est avocat au barreau de Paris, responsable du département propriété intellectuelle et technologie de l'information et de la communication, et Serge Jablonski, qui est notre confrère, expert comptable et commissaire aux comptes, qui est coprésident du groupe de travail audit informatique de la Compagnie de Paris, et également le président d'honneur de l'AFAI. L'AFAI, c'est l'association française d'audit et de conseil informatique. Voilà. On attend Sophie Nerbonne, qui est la directrice de la conformité de la CNIL, et qui a un peu de retard, puisqu'elle avait, je crois, un projet de loi à valider pour janvier, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors avant de démarrer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'on a reçu beaucoup de questions de la part d'internautes ces 15 derniers jours sur ce sujet-là, qui a l'air d'intéresser et de passionner l'ensemble de la profession. Moi, j'ai une première question, c'est pourquoi avoir mis en place un règlement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant, nous avions une directive, mais la directive a commencé à dater. Et maintenant, on parle beaucoup du big data. Et avec l'émergence du big data, c'est sûr qu'il y a beaucoup de données qui arrivent, qui sont de plus en plus collectées. Et donc, il était important de mettre en place un outil juridique pour s'assurer de l'uniformité au sein de l'Union européenne d'une réglementation et ainsi garantir des mêmes règles de concurrence entre les différents acteurs économiques sur un même territoire économique. Parce que la directive ne le permettait pas, ça. Non, parce que la directive une directive permet une harmonisation et donc une transposition dans chacune des législations. Et là, le règlement va s'appliquer directement à partir du 25 mai 2018 dans les droits nationaux. La seule chose, c'est que vous avez évoqué effectivement le projet de loi qui est en train d'être discuté par la CNIL. En fait, il s'agit du projet de loi qui sera la loi de toilettage de la loi de 78 modifiée à la suite justement de l'adoption du règlement. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, lorsqu'on a affaire à une directive, on attend une transposition dans les États européens, alors qu'un règlement s'applique directement. Sauf que c'est un règlement particulier, parce que comme vous l'avez vu, il a été adopté, maintenant ça va faire 1 an et demi. Donc on a dit qu'il est entré en vigueur il y a 1 an et demi, mais qu'il entrera en application en mai 2018, puisqu'on a accordé 2 ans à tous les acteurs économiques pour se mettre en conformité. Et surtout, bien qu'un règlement s'applique directement dans les systèmes législatifs nationaux, nous avons quand même dans ce règlement des particularités, puisque notamment pour certains aspects comme la détermination de la minorité sur Internet, etc., les droits nationaux vont devoir opter pour certaines règles particulières. Donc on a quand même un instrument particulier. Donc on a un risque de surtransposition en France? Non, on espère que non, mais toujours est-il qu'il va falloir regarder très étroitement comment chacune des autorités, c'est-à-dire les homologues de la CNIL, vont se coordonner pour effectivement avoir la même application et la même jurisprudence sur le règlement. D'accord. Alors je vois que Madame Nerbonne est arrivée, si vous voulez nous rejoindre. Voilà, c'est du direct. Bonjour Madame. Donc, Madame Sophie Narbonne, vous êtes la directrice de la conformité de la CNIL. Voilà, bienvenue. Alors, peut-être une première question. Ce que faisait la CNIL jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas suffisant. Il a fallu qu'on passe par un règlement pour régler les principaux problèmes. Alors, c'est surtout que le cadre juridique qui existait jusqu'à présent date tout de même de 2005. Et depuis 2005, beaucoup de technologies ont vu le jour. Et donc, la loi de 78, qui était la loi d'origine, qui est l'une des premières lois de protection des données en Europe, avait été modifiée une première fois. Et là, subit à nouveau une cure de jouvence pour l'adapter désormais effectivement à la technologie et aux grands enjeux du numérique qui transforment radicalement notre société et tout notre univers. En fait, ce qui est clairement visé, c'est les GAFA. C'est l'histoire avec Uber où on apprend 1 an après qu'ils se sont fait pirater leurs données. En fait, c'est ça qui est... Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'Uber qui se fait pirater ses données, mais quand c'est un acteur majeur comme lui, ça fait effectivement beaucoup plus mal. Je dirais qu'effectivement, le règlement a un objectif majeur qui est de rétablir l'équilibre entre tous les acteurs, parce que les professionnels
européens sont bien conscients qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données personnelles, qui sont effectivement notre patrimoine à chacun en tant que professionnel, mais également en tant que citoyen, consommateur, parents, amis, etc. Et de ce fait, les entreprises nous disent toujours, mais enfin, il y a une distorsion de concurrence entre les acteurs hors Europe, donc les GAFA en particulier, qui s'abstraient des règles de collecte et de traitement des données personnelles. Il est bien connu que Google ou Facebook, dans leur politique de vie privée, ont fait des efforts pour être moins opaques, mais les profils qu'ils constituent sont quand même des réservoirs énormes de données personnelles qui servent à des fins de prospection commerciale. Et l'intérêt majeur du règlement européen, qui sera donc, vous l'avez dit, je crois, applicable au 25 mai 2018, c'est qu'effectivement, ces règles, qui sont des règles classiques de protection des données qui existent depuis près de 40 ans et qu'a repris le règlement, seront opposables à ces acteurs. D'accord. Ils n'ont pas besoin d'être installés en France pour devoir respecter le règlement européen. Absolument, c'est ça le grand avantage du règlement, c'est le critère de ciblage. Ce n'est pas simplement effectivement le critère de l'établissement dans l'État membre, mais le critère du ciblage de la population européenne. On peut s'interroger sur les moyens d'action que pourraient avoir les États si jamais on a du non-respect de règlement par des acteurs chinois ou qui aujourd'hui deviennent aussi importants presque Bien que sûr, les GAFA. Tout à fait, vous avez raison. Et c'est vrai que toute la zone Asie-Pacifique bouge beaucoup, que nous avons nous-mêmes d'ailleurs nos réseaux de régulateurs installés, que ce soit au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong, à Singapour, sur ces problématiques de données personnelles. Et vous avez raison de souligner qu'il y a des blocs qui sont très disparates et que l'application effective, les règles sont donc communes, c'est déjà la première étape. Encore faut-il qu'elles soient appliquées et qu'elles soient effectivement respectées sous la contrainte financière. Et c'est tout l'enjeu de la nouvelle gouvernance de l'ensemble des CNIL européennes qui va pouvoir appliquer des sanctions extrêmement lourdes, puisque là, on change quand même d'échelle. Jusqu'à présent, en France, on avait un plafond jusqu'à la loi République numérique de 300 000 € d'amende. Vous dites que c'est une goutte d'eau pour effectivement Google qui avait été sanctionné. C'est passé avec la loi sur la République numérique à 3 millions d'euros. Et nous avons maintenant, avec le règlement, des maximums, enfin des plafonds qui sont effectivement à 20 millions d'euros ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires consolidé de l'exercice précédent au niveau mondial. Chiffre d'affaires mondial. Absolument. D'accord. Alors, on voit bien qu'il est visé, mais évidemment, les conséquences, c'est que ce règlement, il s'applique à toutes les entités qui vont traiter des données personnelles. Donc, ciblant des Européens. Donc, ça veut dire qu'on est tous concernés, en vérité. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce talk, pour expliquer à nos confrères pourquoi on est concernés. Alors, on a eu beaucoup de questions, comme je vous le disais. Alors, on va rentrer dans le détail des premières questions. On va laisser la parole, évidemment, à nos auditeurs. Alors, la première question est la suivante. Si des données personnelles étaient uniquement traitées par papier, alors je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de confrères qui traitent par papier, est-ce que les dispositions ne s'appliqueraient-elles pas ? Alors, le règlement prévoit que si ce sont effectivement des informations papier, mais dans des fichiers structurés, on peut a priori imaginer que tout de même, si c'est un usage professionnel, ce sera quand même un fichier structuré, parce que sinon on va s'y retrouver. Ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc les dispositions du règlement s'appliquent quand même aux fichiers papier, mais pas systématiquement. Par exemple, je sais que ce qui soucie beaucoup les professionnels, c'est le fameux droit à la portabilité, qui est effectivement un droit nouveau issu du règlement permettant à une personne de demander à un acteur de rapatrier ses données dans un format qui soit classique, commun et qui soit lisible facilement. Donc, ça veut dire qu'on aura la possibilité de demander à Facebook, par exemple, de nous communiquer toutes les données que vous lui avez fournies, soit directement, soit du fait de la navigation ou de l'usage qui est fait du parcours de l'internaute. Mais par contre, pas la valeur ajoutée par Facebook, par exemple, la constitution de profil, ou c'est uniquement effectivement les données fournies par la personne. Celles qu'on a données nous. Exactement. Celles qu'ils ont
pu créer à partir de ce qu'on leur a donné, ça, ça leur appartient. C'est ça. Enfin, ça leur appartient. Je veux dire, c'est vrai qu'ils seront obligés de vous le restituer dans le cadre du droit à la portabilité, qui ne s'applique donc pas, pour revenir à votre question, aux données papier, puisque par définition, là, ça ne s'exerce qu'à l'égard de données automatisées. Alors, une autre question. Alors, celle-là, elle est un peu compliquée. Je vais mettre mes lunettes parce que voilà, on ne va pas se tromper. Alors, dans le cas classique suivant pour un expert comptable, on a un client qui confie à son expert comptable des données personnelles qui sont exploitées par le logiciel d'un éditeur qui lui-même utilise les services d'un hébergeur. Donc là, on a une succession en fait, de sous-traitants. Donc, quelles sont les obligations déclaratives pour l'expert comptable au terme de formalisme du RGPD, d'engagement contractuel au sens RGPD de ces 4 intervenants, donc le client et l'expert comptable, l'éditeur et l'hébergeur. Alors, qui peut répondre à ça, peut-être? Déclaratif, c'est facile, il n'y en aura plus. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura plus de déclaration CNIL à faire, vous allez nous le confirmer, je vous repasser la parole. Donc, par contre, à l'inverse, il y a des responsabilités très lourdes pour chacun des acteurs qui doivent effectivement respecter le RGPD et pouvoir montrer qu'ils ont respecté le RGPD. Donc on part sur je crois que c'est pour l'interprétation de cette loi, il y a vraiment un changement de la charge de la preuve qui est énorme, qui est très important et qui responsabilise énormément les entreprises. Donc je crois que c'est ça le point clé et qui, par là même, responsabilise les commissaires aux comptes et les experts comptables dans ce même lieu et voire les avocats qui sont leurs conseils. Donc je crois que c'est ça le point très important là-dessus. Donc peut-être que vous voulez répondre sur la chaîne des sous-traitants, parce que c'est un aspect intéressant, mais c'est ça, et tous les sous-traitants sont directement visés par la loi. Tout à fait. Le règlement, vous mettez le doigt sur cette notion de responsabilisation des acteurs. Jusqu'à présent, la loi informatique et liberté, pour les professionnels, c'était surtout la déclaration à la CNIL. Et puis, on considérait que c'était terminé. Alors que, effectivement, ça, ce n'est que l'écume de la vague de fond qui consiste à, dans un monde caractérisé par l'utilisation de réseaux ouverts, où les problèmes de sécurité informatique sont de plus en plus prégnants, et où, effectivement, la construction d'écosystèmes avec des partenariats fait qu'on ne sait plus très bien qui est utilisateur de données concernant vous, vos enfants, votre famille, et à quelle fin elles sont utilisées. Donc, comment contrôler et maîtriser effectivement l'utilisation de ces données? Eh bien, il y a donc eu dans le règlement un renforcement des droits des personnes. On l'évoquait à l'instant avec le droit à la portabilité et la confirmation de tous les droits existants. Et du côté des professionnels, effectivement, la bascule de la notion de formalité a priori auprès de la CNIL par des déclarations ou des autorisations qui sont très largement supprimés au bénéfice de la mise en place en interne de toute une série de mécanismes consistant à s'assurer effectivement de la protection de ces données, qui est quand même l'actif effectivement de la société. Et dans la chaîne de responsabilité, un focus très particulier intervient parce qu'effectivement, il y a le responsable du traitement qui est celui qui va déterminer la finalité et les moyens du traitement, quand le sous-traitant n'agira que pour le compte de ce responsable de traitement. Donc c'est vrai que déjà il faut identifier si l'expert comptable intervient toujours comme sous-traitant ou s'il n'a pas, parce que c'est son propre fichier dont il a déterminé la finalité et les moyens, son rôle de responsable de traitement de ces données. Et effectivement, ayant recours à un éditeur qui lui-même a recours à un hébergeur, on est bien là dans une chaîne de sous-traitance. Et les sous-traitants voient leur responsabilité également augmenter. Parce que jusqu'à présent, dans la loi de 78, ils n'étaient responsables qu'en matière de sécurité. Il y avait juste un article sur effectivement l'obligation de sécurité des traitements, sans plus. Alors que désormais, ils ont beaucoup plus d'obligations, notamment de conseil du responsable de traitement, de l'informer si effectivement il détecte un manquement au règlement, de contribuer le cas échéant aux analyses d'impact. Donc ça, c'était également une bonne chose. Et de notifier les failles aussi. Ça, c'est aussi un autre point. Donc aujourd'hui, on est tous responsables. Exactement, mais c'est bien, dans une société qui a tendance à déculpabiliser les gens et déresponsabiliser, c'est, je pense, pour accentuer le propos de mon voisin de gauche, c'est vrai que c'est vraiment un changement de paradigme, c'est vraiment
grâce au RGPD, on va vraiment obliger les entreprises à s'organiser, c'est-à-dire il y a vraiment un travail organisationnel à faire, à mettre en place des bonnes pratiques de sécurité, parce que parfois, il y a des entreprises, on voit encore des mots de passe indiqués sur des petits post-it, etc. Alors, et il y a vraiment un changement de paradigme. Concrètement, comment le RGPD peut régler ça? Vous, la CNIL, allez dans les entreprises pour vérifier qu'il n'y a pas de post-it avec des mots de passe? On a conscience d'un rôle modeste, puisqu'on est moins de 200 pour traiter de tous les traitements, tous secteurs confondus, aussi bien secteur privé que secteur public. Dans la France entière. Dans la France entière. Et puis avec la coopération. Vous qu'il n'y aura jamais de contrôle. Bien sûr qu'il y aura des contrôles et ils seront ciblés, mais je veux dire que ce n'est pas la logique du règlement qui est effectivement de sensibiliser et de montrer que tout ce qui est engagé dans le cadre du règlement de protection des données, c'est une façon également de permettre d'assurer sa propre transition numérique en tant qu'acteur professionnel. Et là, cela parle aux professionnels à la fois dès qu'on touche à la sécurité informatique, parce que là, effectivement, tous les jours, il y a des failles de sécurité. Et effectivement, ça risque de porter un préjudice énorme aux entreprises, aussi bien réputationnel que financier. Donc, au-delà de l'aspect sécurité, qui est l'un des principes de protection des données, il y a tous les principes, effectivement, de proportionnalité, de finalité, d'un usage compatible qui permet de garantir la confiance de l'utilisation des données numériques. Et donc, tout ceci participe de l'accompagnement de la transition numérique et donc d'une société de confiance. Et qui, mieux que les experts comptables ou les commissaires aux comptes, incarne justement cette confiance. Donc je crois que là-dessus, c'est quelque chose qui ne doit pas être vu comme une contrainte bureaucratique, mais au contraire comme un facilitateur de transition numérique, parce qu'on sait bien que c'est tout le monde qui passe par là et que c'est parfois pas très simple à appréhender et que justement ça nous donne quand même un fil conducteur. Alors, en matière de contraintes, on verra à la fin de l'émission si les auditeurs sont d'accord. Moi, je note déjà qu'on n'a plus besoin de faire de déclaration CNIL. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Par contre, c'est remplacé par une documentation personnelle, en fait, qu'il va falloir qu'on fasse chacun de la manière dont on traite les données. La bonne foi effectivement, dans la mise en œuvre du règlement du RGPD. Donc c'est quoi? C'est un document de papier qu'on écrit? Il y a plusieurs étapes déjà pour se mettre en conformité. Et par contre, quand on est en vitesse de croisière, il y a un registre des traitements qui est prévu, qui doit être tenu. Donc tous les traitements. Un registre coté, paraffé à l'ancienne avec des tampons, presque. Ça, ou... Non, il est numérique. Non, il est numérique. Donc, il y a même des outils. Il en a fait un dessin et l'a mis en ligne, effectivement. Donc, mais qui doit être tenu. Il y a une fiche par traitement. Il y a un relevé ensuite qui enregistre toutes ces fiches de traitement, etc., et qui doit être tenu à jour et qui doit être montré. Au-delà de ça... Donc concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire que si on prend une feuille blanche dans un éditeur de texte et on écrit ce qu'on fait. Très concrètement, vous avez un modèle de registre avec des rubriques, finalité, durée de conservation. Voilà. Qu'on peut retrouver sur notre site. Sur le site de la CNIL. Voilà. Vous avez toute une série d'outils, on les récapitulera à la fin, mais sachez que ce type d'outils, et on en a fait justement un modèle pour illustrer très concrètement en quoi ça consiste, c'est tout simplement d'être capable de lister les différents traitements, par exemple pour la tenue de la paye, pour la gestion du personnel, pour la mise en place d'une badgeuse, pour la gestion des déclarations fiscales par finalité principale, avec les catégories de données personnelles qui sont donc utilisées, les catégories de destinataires, la durée de conservation. C'est descriptif. Descriptif. Okay. Et effectivement, ça vous permet d'avoir une cartographie des traitements qui paraît être le B à bas, mais qui souvent, effectivement, est quelque chose que des grosses entreprises, en définitive, perdent de vue parce qu'il y a des strates qui s'accumulent et on ne sait plus, effectivement, ce qu'ils ont dans leur récit. Donc descriptif mais analytique aussi, parce qu'on voit est-ce qu'il y a des données sensibles ou pas qui sont traitées, on voit quels sont un peu les volumes de données qui sont traités, est-ce que c'est des grandes échelles, on voit si on est dans le cœur d'activité de l'entreprise ou si c'est des traitements un peu internes, donc c'est quand même assez déjà analytique. Alors, nous, experts comptables, commissaires aux comptes, on a déjà un manuel cabinet dans lequel on décrit un certain nombre de procédures. Oui. Est-ce que ça, c'est pas presque déjà fait en vérité?
C'est déjà pas mal avancé, mais il y a encore, et on le verra tout à l'heure notamment sur l'aspect juridique, il y a, y compris pour les cabinets, un certain nombre de clauses à mettre et à compléter, que ce soit dans nos lettres de mission, que ce soit dans nos contrats de travail, que ce soit dans notre règlement intérieur et dans nos différentes documentations internes, oui, bien, règlement intérieur, oui, bien sûr, tout à fait. Ce qu'il faudrait, c'est que rapidement, l'ordre et la compagnie mettent à jour voilà. Cap Performance. Exactement, pour donner un modèle qui sera réutilisé par tout le monde. On va le faire, on va essayer de le faire. Voilà. Alors, on va reprendre les questions des auditeurs. Donc, alors là, c'est une question technique qui est posée par un internaute. Il me dit, que deviennent les dispenses de déclaration actuelles? Donc, par exemple, la dispense DI-000 relative à la comptabilité générale, la dispense DI-002 relative à la paye et la dispense DI-004 sur le fichier fournisseur. Alors, c'est technique. Qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, ce sont des textes réglementaires qui ont été adoptés. Ah, pardon. Oui, ce sont des textes réglementaires qui ont été adoptés par la CNIL et en fait à l'origine, quasiment en 78, et qui indiquent les finalités, les catégories d'informations traitées, les catégories de destinataires, pour effectivement considérer qu'il n'y a pas lieu de dispenser. Et c'est ce qu'on appelle, nous, notre patrimoine normatif, qui a pour objectif de sécuriser juridiquement les professionnels, qui savent qu'effectivement, s'ils entrent dans le cadre de ces dispenses jusqu'à présent, ils n'avaient donc pas à faire de déclaration, tout comme des normes simplifiées sont également exactement faits sur le même modèle, les éléments d'information qui permettent aux professionnels de faire des engagements de conformité à ces textes, de façon à simplifier les formalités. Les autorisations uniques, nous en avons également faites pour ce qui concerne effectivement les traitements qui doivent faire l'objet d'une autorisation à la CNIL. Donc là aussi, ça fait partie de notre patrimoine normatif. Que devient ce patrimoine normatif avec effectivement la bascule vers un régime où on supprime la très grande majorité des formalités? C'est la conversion en référentiel sectoriel, en ligne directrice, qui vont être des outils, certes, de droit souple, mais qui vont garantir aux professionnels qui s'y référeront qu'en entrant dans leur champ d'application, ils sont donc en conformité avec le règlement. Il va falloir pour cela que nous mettions quand même à jour la grande majorité de ces textes qui sont quand même anciens, que nous vérifions donc s'il n'y a pas eu des ajustements à faire et le cas échéant que l'on puisse effectivement les compléter. Et là, nous sommes très demandeurs des observations que vous pourriez avoir pour mettre à jour effectivement ces dispenses, en élargir le champ et pour que nous, au moment où nous les faisons basculer en ligne directrice, elles soient ainsi modernisées et mises à l'aune du règlement. Donc ça, c'est un travail sur lequel nous pouvons travailler de concert. Et vous voyez, sur le fond, elles vont perdurer, mais leur coquille disparaît, puisque effectivement, on ne parle plus de dispense ou de normes. Ça va servir de référentiel, quand même. C'est ça. Notamment en tant que juriste, avocat. Bien entendu, le RGPD, bon, c'est un texte qui est très long avec plein de considérants, mais il y a quand même encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse, il faut quand même bien l'avouer. Il faut attendre que les CNIL fassent un peu leur doctrine, et dans cette perspective-là, ces référentiels, ces documents seront très importants pour interpréter le texte. D'accord. Donc concrètement, pour que ce soit compréhensible par tout le monde, surtout par moi, parce que donc on était dispensé de déclaration CNIL lorsqu'on avait, par exemple, une mission qui consistait à établir les bulletins de paie de nos clients. On est d'accord. La question, donc maintenant, c'est est-ce que si on continue à faire la même chose, on sera toujours dispensé de formalisme par rapport à ça? Oui, plus que jamais. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, vous n'aviez pas à faire de dispense, vous n'aviez pas à faire de déclaration, vous n'aurez de toute façon pas à en faire. Mais par contre, ce que vous devez vérifier, c'est si vous êtes bien conforme à ce qui est indiqué dans la dispense. Parce que ce n'est pas parce que c'est dispensé que c'est dispensé dans n'importe quelle condition. Alors, si j'interviens dans le cadre d'une mission qui m'a été confiée par mon client, qui consiste à traiter les données de ses salariés, donc ce sont des données sensibles, parce que je crois qu'il y a cette notion de données sensibles, voilà, mais que je le fais dans le cadre d'un mandat qui m'a été donné par mon client à travers une lettre de mission. Qu'est-ce que j'ai à faire de particulier là-dessus? Parce que je ne fais pas de traitement pour mon propre compte. En fait, je ne vais pas exploiter ces données à des fins statistiques pour pouvoir faire je ne sais pas quoi. Je fais les bulletins de paye, je restitue les bulletins de paye à mon client.
Là, ce sera principalement, si c'est vraiment pour le compte de votre client, sans aucune valeur ajoutée propre à votre activité. Il y a la valeur ajoutée qui est liée à mon savoir-faire en matière de paye. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est en termes de finalité et en termes effectivement de... Si j'utilise ces données pour moi. Voilà, exactement, pour votre propre compte. Ce que je fais jamais. Hein. Enfin, donc, je connais aucun expert comptable ni connaisseur compte qui fait ça. Du coup, effectivement, oui, mais vous voyez, quand par exemple, nous avons travaillé avec les mandataires et les administrateurs judiciaires, qui, là aussi, sont mandatés pour assurer effectivement la liquidation des entreprises. Mais nous avons considéré que dans le cadre de leur mission, certes, agissant pour le compte et dans le cadre du mandat qui leur était confié, ils étaient responsables des traitements qu'ils mettaient en place. Et là, dans votre exemple, ce qui est essentiel, c'est d'assurer la sécurité du dispositif pour éviter que ces fameuses fiches de paye ne soient accessibles à des tiers qui ne seraient pas autorisés, ne fassent pas l'objet d'une cyberattaque ou ce genre de choses. Pour mon service paye, concrètement, il faut que je fasse quoi? Il faut que je documente la manière dont je protège les accès au serveur. Bon, première étape. Quoi d'autre? Anonymisation, il faut que j'anonymise les fiches de paye. Là, je vais avoir du mal à m'y retrouver. Non, là, vous n'êtes pas dans le cas d'obligation d'anonymiser. Après, on parle de portabilité. Il faut que je m'assure que... Si un client éventuellement demande... mais là, le client est... Là, oui, le client peut demander la portabilité des données, mais ça sera plutôt le salarié qui demanderait à son employeur la portabilité des données. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je lui restitue une copie des bulletins de paye? Ça suffit? Ou est-ce qu'il faut que j'aille plus loin? Non, là, effectivement, ce droit à la portabilité, ça a fait effectivement couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de polémiques à ce sujet. C'est vrai que ça a été conçu quand même essentiellement pour ce qui concernait le fait de ne pas être dépendant d'un acteur du numérique dont vous êtes un peu piégé parce que vous avez toutes vos données effectivement auprès de lui. Mais effectivement, comme c'est un principe général, il pourrait tout à fait être utilisé dans votre domaine pour permettre à des personnes qui tout d'un coup devraient justifier de fiches de paye qu'elles n'auraient plus, imaginons qu'elles arrivent à l'âge de la retraite et qu'effectivement il leur manque une partie de feuilles de paye. Donc là, il y a deux choses. Le droit d'accès et d'obtenir une copie des informations. Ça, c'est le droit classique. Jusqu'à 3 ans, 5 ans, 10 ans 5 ans, puisque effectivement, la durée de conservation des fiches de paye, c'est 5 ans. Donc ça rejoint la durée de conservation. Pendant les 5 années qui suivent l'établissement d'un bulletin de paye, je sois capable de le... Vous ou votre client, parce que tout dépend de la lettre de mandat que vous avez. D'accord. Si le client m'a confié le soin de le faire, je vais donc si vous le faites à ce moment-là jusqu'au bout. Donc effectivement... Donc il y a donc cette restitution, et puis quoi d'autre encore? Est-ce que j'ai d'autres obligations Eh bien, comme on parle de la durée de conservation, c'est vrai que la question qui se pose souvent, c'est combien de temps doivent être conservées les informations, puisqu'effectivement, le principe, c'est qu'il faut que cela corresponde à la finalité du traitement. Donc, comme je vous l'indiquais, effectivement, il faut que ce soit calé sur la finalité du traitement, sauf s'il y a des dispositions légales, des textes qui imposent une conservation à des fins de preuve. Typiquement, les fiches de paye doivent être conservées, effectivement, à minimum, donc 5 ans. Donc, pas besoin de mettre en place des procédures particulières pour anonymiser les bulletins de paye. Je dois juste documenter la manière dont je sécurise l'accès à mes serveurs. Donc les mots de passe ou que sais-je, des pare-feux, enfin voilà, l'explication naturelle, et conserver les bulletins de paye pendant 5 ans si jamais le salarié d'un de mes clients réclame une copie de ses bulletins de paye. Voilà en gros les obligations qui... Tout à fait, et puis vous avez une structuration de vos archives entre les archives actives, les archives intermédiaires et les archives historiques. Donc ça, parce que là, effectivement, si par exemple c'est un salarié qui a quitté l'entreprise, donc là vous calculez, et là ça devrait être dans un fichier archive, ce n'est plus dans les fichiers actifs. D'accord. Et à titre de sécurité, on peut réfléchir aussi à un chiffrement des données personnelles. C'est un plus. De manière un peu systématique. C'est pas obligatoire. Comment? C'est un plus. C'est un plus. Oui, on est responsable de la sécurité. Hein. Oui, mais et ça, c'est un argument fort si vous êtes victime d'une attaque. Donc, il y a une notification de faille à faire. Effectivement, si vous avez mis en place un chiffrement, ça permet de dire notamment à la CNIL ou aux personnes qui auraient été
impactés par le fait que leurs données aient été prises par un tiers. Le fait de dire que les données étaient chiffrées, ça veut dire que peut-être que les données ont été hackées, mais la personne, a priori, ne peut pas en faire grand-chose, sauf à avoir la clé de déchiffrement. Et c'est plus simple qu'on le pense. Hein. Moi, mon micro est chiffré. Tout le disque dur est chiffré, c'est simple, c'est facile, ça marche très bien. Pour un spécialiste de l'informatique comme vous, j'imagine que c'est plus simple. Pour moi, c'est plus compliqué. En fait, c'est peut-être nos éditeurs qui doivent mettre en place des procédures de chiffrement intégrer à leur paquet. Voilà, plus facilement. Alors, donc, on a vu le problème de la paye. J'imagine que c'est exactement la même chose en fait pour toutes les données qui concernent des personnes physiques. Donc, les déclarations d'impôt sur le revenu, les déclarations d'ISF qu'on pourrait être amené à faire. Le même principe. Les mêmes principes. En définitive, quand on parle de protection des données personnelles, souvent on se dit mais de quoi parle-t-on? Il y a 5 règles, 5 réflexes à avoir. À quoi me servent ces données? Donc, identification de la finalité. Parce que c'est au regard de cette finalité que l'on va pouvoir se demander si les informations que je traite sont bien pertinentes, adéquates, ne sont pas excessives. Dans le règlement, on parle du principe de minimisation. C'est ça, en fait, ça correspond à ça. En général, quand je fais un bulletin de paye ou quand je fais une déclaration d'impôt, je ne demande à mon client que les informations dont j'ai besoin pour établir la déclaration. Voilà, exactement. C'est vrai que pour établir le bulletin de paye, ce que font les employeurs allemands et donc leurs experts comptables, c'est demander en plus la religion des personnes salariées, puisque l'impôt cultuel en Allemagne est acquitté directement via les employeurs. Il y a des particularités. On n'a pas cette complexité en France pour le moment. Voilà, exactement. Il y a des particularités effectivement nationales qui peuvent justifier que pour des raisons légales, il y ait des informations qui paraîtraient tout à fait choquantes en France, mais naturelles en Allemagne. Mais c'est pour vous montrer que cette question de la pertinence des informations, elle peut se poser différemment selon les États. Ça, c'était donc le deuxième principe. Le troisième, c'est qu'il faut une durée de conservation qui soit limitée toujours par rapport à cette finalité, la sécurité des informations et le respect des droits des personnes. Vous voyez, quand vous avez en tête ces 5 réflexes, vous avez fait quasiment le tour de la protection des données. D'accord. Et donc, si je fais en sorte de respecter ces 5 choses, j'ai rempli l'ensemble de mes obligations au regard du RGPD. Les principes de fond, effectivement. D'accord. Sur les principes de fond de la protection des données. Ça. Oui, exactement, pour pouvoir démontrer que vous êtes bien conscient de ce que vous deviez faire. Et effectivement, on reparlera tout à l'heure effectivement de la possibilité de se faire aider par un expert en la personne du délégué, mais je crois que ça vient. Alors, on va y arriver. Puisque vous en parlez, parlons-en tout de suite. Effectivement, on lit dans le RGPD qu'il faut qu'on désigne un délégué DOP, un DPO, je sais pas. DPO, ça veut dire délégué à la protection des données. À la protection des données. Alors, il faut que j'en fasse un, il faut que j'en désigne un dans mon cabinet ou pas? Vous êtes combien dans votre cabinet? Alors, on est une vingtaine. Une vingtaine de personnes pour faire la gestion. Des bulletins de paye, des déclarations d'impôt sur le revenu pour mes clients, des déclarations d'ISF. Je ne collecte que les données dont j'ai besoin pour mes travaux et j'agis systématiquement dans le cadre d'une lettre de mission qui m'a été confiée. D'accord. Et le champ de votre... Parce que... Je n'exploite jamais aucune donnée de mes clients à des fins personnelles. Enfin, pour en sortir commercial, des politique. Ou commercial. Non, jamais. Ce qui se passe pour la désignation des délégués à la protection des données, c'est qu'ils sont obligatoires dans la sphère publique. Donc tous les acteurs publics devront s'en doter. Vous n'en faites pas partie. Pour ce qui concerne du secteur privé, la désignation est obligatoire lorsqu'il y a un traitement de données sensibles. Et qu'est-ce qu'on appelle les données sensibles? Ce sont les données qui sont relatives aux origines raciales, aux appartenances politiques, religieuses, philosophiques des personnes, la santé, la vie sexuelle, ce qui n'est pas votre cas. Alors, en données de santé, j'ai les problèmes d'arrêt maladie. Voilà. Mais est-ce que vous connaissez vraiment le motif de l'arrêt maladie? Sauf à ce que ma collaboratrice normalement, c'est secret médical, ça. Malsaine, c'est peu probable. Oui, secret médical. Oui. Et ce n'est pas fini, parce que pour le secteur privé, il faut 2 critères. Qu'il y ait donc un traitement soit de données sensibles, soit d'un suivi systématique et régulier des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le suivi commercial, c'est-à-dire la traçabilité de ce que font les personnes pour leur proposer des biens ou des services adaptés. Donc, votre banquier, par exemple, typiquement, lui, c'est ce qu'il fait. Les opérateurs de marketing direct aussi.
Donc vous n'en êtes pas là-dedans. Je suis client d'une banque et la banque, effectivement, elle a envie de me vendre tout un tas de produits. Donc elle essaie de savoir quel est mon patrimoine, qu'est-ce que je dépense pour pouvoir mettre en place des outils marketing là-dessus. Effectivement, elle utilise mes données pour me vendre des trucs. Oui, typiquement, elle doit avoir un DPO. Oui. Bon, mais moi, j'utilise pas les données des salariés de mes clients pour leur vendre quoi que ce soit. Moi, je leur parle, mieux je me porte. Donc, effectivement, sur ce critère-là, vous ne le remplissez pas. Il y a un autre critère qui est donc cumulatif et qui est le fait de mener ces traitements à large échelle. À large échelle. Et là-dessus, c'est vrai que le texte n'est pas très disert. Et ce qui éclaire quand même cette rédaction, c'est un considérant du règlement qui évoque le fait que ne sont pas considérés comme étant à large échelle les traitements de gestion de la clientèle d'un avocat à titre libéral. Donc ça veut dire que les gros cabinets d'avocats font des traitements à large échelle, à contrario. Alors, c'est quoi un gros cabinet? 2, 5, 15, 50? Ah bien, plus. Effectivement, c'est là où... C'est encore un critère assez ambigu, en tout cas, on pourra interpréter. Parce que c'est vrai que ce qu'on peut se dire, c'est que un avocat en libéral, donc il est seul, ou il est aidé par 1 ou 2 personnes, mais c'est pas plus que ça. Et même chose pour un entrepreneur individuel. C'est vrai que si on reste au niveau d'un commerçant lambda, ça ne sera pas à large échelle. Bon, par contre, mon plombier, par exemple, qui a tout un tas d'informations sur moi, comment je me chauffe, combien ça coûte, voilà. Bien sûr, mais non, le plombier, non. Honnêtement, non. Mais il est vrai que par rapport à cette question de l'obligation de désigner un délégué, nous, ce que nous disons, c'est que c'est toujours un plus que d'avoir identifié une personne référente qui peut être une personne non pas dans la structure, parce que quand ce sont des petites structures, c'est sûr qu'elles n'ont pas de quoi dégager effectivement un délégué à la protection. C'est quoi, moins de 20 personnes Oui, c'est ça. Ouais. Mais que par contre, ça peut, une fois encore, leur servir à titre justement de garant d'une confiance et que via leur syndicat professionnel, une association, il y a une mutualisation. Donc nous, toutes les autorités de protection des données, dans leur ligne directrice sur le délégué, ses missions, son rôle, son statut, ont mis l'accent sur l'utilité qu'il y avait, que l'on soit ou pas dans le cadre d'une désignation obligatoire, en mesure de se doter de telles compétences. Mais a priori, sauf cas particulier d'un expert comptable qui aurait mis en place des démarches marketing particulières, il n'y a pas de raison de désigner un DPO. Non, du tout. On est tous d'accord. Un petit point quand même, encore faut-il que ces traitements à grande échelle soient liés à l'activité de base de l'entreprise. Tout à fait. Donc quelque part, si on traite, même si on a 4000 personnes dans son groupe et qu'on traite les données, ce n'est pas du grande échelle. Parce que ce n'est pas l'activité première de gérer son personnel. Ah, d'accord. Tout à fait. Le nombre de salariés est neutre dans l'appréciation. C'est vrai qu'à un moment donné, pendant les discussions qui ont précédé l'adoption du règlement, il y avait au départ un critère, soit de chiffre d'affaires ou de nombre de salariés, qui a donc été abandonné pour la rédaction qui a été reprise par la je peux prendre un client qui me confie 4000 payes par mois, ça ne va pas me transformer en traitement de données à grande échelle. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose, parce que là, ce que vous évoquez, c'est effectivement l'entreprise qui a ses salariés, et quel que soit son nombre de salariés, son activité de base ne sera pas effectivement... son activité de gérer les salariés. Alors que c'est bien dans la vôtre de gérer effectivement les fiches de paye. Oui. Donc effectivement, si vous êtes en capacité... Mais vous voyez, il n'y a pas eu de détermination de seuil, justement. Donc moi, j'aurais tendance que si vous êtes dans un cabinet... 20 personnes, c'est bien. Oui, merci. C'est déjà substantiel. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, c'est toujours une bonne chose que de se doter d'un délégué à la protection des données. D'accord. Ouais, on peut toujours essayer de faire mieux. Et si ce délégué est externe, ça peut aussi être un expert comptable si tant est qu'il se spécialise dans le domaine et qu'il se forme dans le domaine. D'accord. On peut confier la mission de DPO à un tiers à l'entreprise. Exactement. D'accord. Ça a des avantages, ça ? Ça permet d'externaliser si on n'a pas les ressources internes, c'est pas un salarié. D'accord. Et un duo avocat-expert comptable, c'est parfait. Oui, tout à fait. Après, il faut quand même des garanties, parce que comme c'est quelqu'un, par définition, qui est à l'extérieur,
Un DPO, on peut en parler plus tard, mais un DPO, c'est vraiment quelqu'un qui a plusieurs casquettes, qui doit savoir dialoguer avec les différents métiers, les différentes directions, la DRH, le marketing, le juridique, le réglementaire dans les laboratoires. Donc, c'est vrai que quand on est à l'extérieur, il faut quand même s'organiser de telle sorte pour instaurer un véritable dialogue de confiance pour que toutes les informations soient remontées. Parce que comme vous avez parlé du registre, c'est une chose de tenir le registre au début de l'audit, mais c'en est une autre après de le réactualiser régulièrement et de le mettre à jour et se poser régulièrement la question de savoir est-ce que j'ai des raisons de garder cette donnée, ce fichier, ce traitement. Voilà. Alors, on a tout un tas de questions. Alors, dans le cas où certaines dispenses de déclaration demeurent, entraîne-t-elle également la dispense de formalisme RGPD? Alors ça fait peut-être le lien avec la question précédente sur les dispenses de... Voilà, mais bon, on a peut-être déjà répondu, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, si un expert comptable utilise l'outil d'un éditeur après avoir anonymisé les données personnelles, anonymisation du matricule avant envoi des données paye pour créer un bilan social. Alors, voilà. Les traitements sortent-ils du champ de l'exploitation de données personnelles et du RGPD pour l'expert comptable? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Ça, c'est sur l'anonymisation. On a vu qu'on n'a pas besoin d'anonymiser les données. Non. Bon, mais si à la fin de ma mission, alors c'est ça peut-être la question, c'est le bilan social. Voilà, le bilan social. Le bilan social, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à la fin de la mission, j'ai fait les bulletins de paie pendant toute l'année, et puis à la fin de la mission, histoire de donner un peu de valeur ajoutée à mon client, et ne pas lui restituer que des bulletins de paie et des déclarations de charges sociales, il m'arrive de faire un bilan social avec la classification, nombre d'hommes, nombre de femmes, ancienneté moyenne, enfin ce genre de choses. Donc c'est des statistiques qu'on sort sur la base des bulletins de paie qu'on a fait et qu'on lui remet à son usage exclusif. Oui, il n'y a aucun problème. Je pense que la question de l'anonymisation, elle apparaît parce que, effectivement, les règlements, toutes ces règles dont on parle s'appliquent pour des données à caractère personnel, c'est-à-dire qui, directement ou indirectement, via un matricule, via un numéro quelconque, permettent d'identifier une personne physique. Et donc, c'est vrai que très souvent, on nous dit, on va anonymiser, comme ça, on n'aura pas à appliquer toutes ces règles, on n'aura pas à faire d'analyse d'impact, à désigner des délégués, etc. Mais c'est vrai que l'anonymisation, on a beaucoup travaillé avec des industriels, notamment dans le cadre des packs sur le véhicule connecté ou sur les smart grids, les compteurs communicants, qui nous disaient, mais on n'a pas de données personnelles, on a des données techniques. La consommation électrique, la façon dont conduit la personne. Et quand on leur indiquait, mais oui, mais à partir du moment où vous corrélez ces données techniques, accélération, nombre d'accélérations, conduite dangereuse, du coup, à la personne qui conduit et qui est assurée, et que l'assureur a ces informations, il va pouvoir dresser un profil qui est très personnalisé tout de même. Donc, effectivement, la question de l'anonymisation, elle se pose par rapport à ces professionnels pour lesquels, effectivement, un certain nombre de modèles d'optimisation des véhicules ou des modèles mathématiques pour la performance des moteurs ou autres peut justifier une collecte très massive. On est à l'ère du big data. Donc, toute la question, c'est comment réutiliser toutes ces données. Et effectivement, l'utilisation de données anonymes sortant du champ du règlement est envisagée de façon, effectivement, on se dit c'est une bonne idée que de recourir à des données anonymisées, si ce n'est que souvent on confond anonymisation et pseudonymisation. C'est quoi cette différence? Eh bien, c'est que dans un cas, vous rompez complètement le lien entre les informations et la personne, vous êtes incapable de pouvoir recréer le lien, il y a vraiment une coupure. Alors que dans la pseudonymisation, vous avez un pseudo, un matricule, un numéro, qui permet à un moment donné de rattacher la donnée avec à la une table de correspondance qui va permettre de remonter à la personne. D'accord. Donc là, on reste dans le champ du règlement, mais c'est une mesure de sécurité qui est effectivement très bonne. Si, de plus, c'est tenu par un tiers. Donc là, on est plus dans la sécurité que dans l'anonymisation. L'anonymisation, c'est on coupe le lien complet et on utilise après les données de manière globale sans pouvoir les rattacher à une personne. Alors, une autre question. Alors celle-là, je ne la comprends pas, je vais vous la poser quand même. Une partie du contexte et de la finalité des traitements de données des experts comptables étant commune et normalisée, est-il envisageable qu'une partie de l'étude
d'impact soit commune à l'ensemble de la profession et réalisée par les instances ordinales. Ah bah si, c'est une question pour moi ça. Je ne connais pas la réponse. Alors je ne sais pas, vous en pensez quoi? Non, mais il s'agit par exemple... Est-ce qu'on peut faire une étude d'impact globale? Est-ce qu'on a besoin de faire une étude d'impact? Oui, il s'agit de prendre des traitements faits avec tel logiciel de paye. Est-ce qu'on peut le faire une fois pour toute la profession? Bon, on va essayer. Voilà. Donc la réponse est oui. Bon, chaque logiciel peut ensuite être adapté. Donc les adaptations propres à chaque cabinet peuvent faire le paramétrage final peut-être un peu différent. Mais sinon, oui, bien sûr, il faut faire ce genre de traitement de manière ordinale ou au niveau des... en tout cas, à un niveau commun. Dans l'entreprise de logiciels, etc. Bon, mais avec ton aide, Serge, je suis sûr qu'on va en parler à Olivier Salustro, il va être d'accord. Alors, quelle information pouvons-nous demander dans le cadre d'un entretien de recrutement d'un futur collaborateur? Alors là, vous voyez, vous posez une question qui est relative à la pertinence et à l'adéquation des informations par rapport à la finalité, qui est de recruter un collaborateur. Et là, je dirais qu'il y a bien sûr la loi informatique liberté, mais c'est avant tout quand même le Code du travail qui reprend exactement ces mêmes principes de proportionnalité et d'adéquation en disant que ce sont toutes les informations qui vont vous permettre de cerner les qualités professionnelles et sa capacité, son aptitude à exercer le poste que vous voulez lui voir. On a une fiche pratique, puisqu'on a des guides sectoriels. Donc, pour tout ce qui est relatif à la gestion RH, on a une série de fiches pratiques sur la biométrie, la cybersurveillance, le recrutement, où vous trouvez effectivement un recto verso sur des conseils pratiques. Par exemple, ce n'est pas au moment du recrutement que vous devez demander le numéro de sécurité sociale ou que vous devez poser des questions sur les parents, famille du candidat. Je ne demande pas s'il vit chez ses parents. D'accord, ok. Vous voyez. Ne le fais pas déjà alors. Ok. Alors, dans le cas de l'expert comptable, son salarié peut-il être son propre délégué à la protection des données ou doit-il impérativement externaliser ce poste? J'ai compris que quand on était tout seul, a priori, il n'y avait pas besoin de DPO. Alors, comment déterminer clairement si nos clients sont concernés? Serge, tu as une idée Oui, déjà, de ma compréhension, toutes les entreprises sont concernées. Ça n'a pas aidé notre internaute. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, il y a des degrés d'intérêt. Après, on va regarder, est-ce qu'il y a des traitements de données sensibles? Est-ce, par exemple, si on est clinique, par exemple, là on est clairement dedans, ou si on fait des traitements à grande échelle, parce qu'on est une entreprise de emailing, de marketing ou de pub, etc. Donc là, on est en plein dedans. Sorti de là, on est néanmoins concerné. C'est pour ça qu'il y a quand même, moi c'est ce que je recommande en tout cas à mes clients, il y a des démarches à faire qui sont de recenser les données personnelles. Parce que ça, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui savent les recenser toutes. Et ça, c'est déjà une première cartographie à faire et qui n'est pas facile. Parce qu'un simple fichier Excel avec des noms et des téléphones et des emails, c'est déjà concerné par le règlement. Donc déjà, recenser tout ça, c'est une bonne occasion pour que l'entreprise récupère d'ailleurs ces données qui appartiennent à l'entreprise, mais qui sont perdues si jamais le salarié s'en va, parce que c'est sur son PC ou sur son Mac, etc. Donc déjà, recenser tout ça et recenser les traitements qui sont faits avec ces données, je crois que ça, c'est pour toutes les entreprises. Quelle que soit l'entreprise, c'est une obligation, c'est une prudence. Et après, de regarder la manière dont elles sont sécurisées. Voilà. Donc, je dirais qu'une entreprise purement industrielle qui s'adresse qu'à d'autres entreprises, qui n'a pas vraiment de traitement particulier, au moins qu'elle recense toutes ces données personnelles, qu'elle regarde les traitements qui sont faits avec, et qu'elle s'assure qu'ils sont sécurisés en accès et voilà, et que si quelqu'un veut les demander, elle soit capable de les restituer. Voilà. Cette mission, on peut la faire en tant qu'expert comptable, on peut accompagner le client pour l'aider à structurer ça. En tant que commissaire aux comptes aussi, en tant que commissaire aux comptes, on peut pas faire. On a une NEP ou pas? Je ne pense pas qu'on puisse faire. Alors si, il y a deux NEP qui concernent le commissaire aux comptes. Il y en a une, c'est la prise en compte des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires. Ça, c'est la 250. Et il y a la 315, connaissance de l'entité, de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives. Il faut rappeler ce que vous disiez tout à l'heure. Ça ne peut pas faire l'objet d'un SAC? On va jusqu'à... Les services autres que l'audit. On va jusqu'à quand même 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires
mondial le plus haut des deux. Donc on est sur des sanctions très significatives qui peuvent ébranler sérieusement le bilan d'une entreprise. Donc je crois que là, le commissaire aux comptes, il a effectivement un rôle à jouer pour évaluer le risque et s'assurer que l'entreprise a mis en œuvre aujourd'hui un plan pour se mettre en conformité et derrière qu'elle met en œuvre effectivement un maintien de la conformité, que ce soit la conformité au RGPD ou, et beaucoup, la conformité à un niveau de sécurité du système d'information adéquat. Donc là, je crois que vraiment, et ça c'est le commissaire aux comptes, il a un rôle à jouer dessus et il se doit de vérifier parce que les enjeux sont importants, les sanctions sont très lourdes et la réputation, au-delà de la sanction pécuniaire, il y a la réputation de l'entreprise, on voit bien en ce moment ce qui se passe. Oui, je crois que le commissaire aux comptes a vraiment un rôle à s'assurer que l'entreprise se met en conformité avec cette loi. Alors, effectivement, tu vois, j'ai Nathalie Lutz, hein, elle n'est pas anonyme, elle nous a donné, que tu connais, puisqu'elle a lu. Il nous dit, est-ce que le commissaire aux comptes peut intervenir en matière de SAC, service autre que la certification des comptes, dans la RGPD? À mon avis, oui, à deux titres. D'abord, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire tout le déroulement de ce qu'on vient d'expliquer, mais il peut faire deux choses. Il peut mesurer, effectivement, qualifier le projet de mise en conformité et s'assurer qu'il est fait correctement. Il peut venir régulièrement pour voir l'évolution. Pour exactement. Il peut être l'œil extérieur qui va mesurer, qui va faire un peu de miroir pour dire voilà où vous en êtes, écoutez, il faut accélérer ou c'est bien là-dessus. Et puis l'autre point, il peut derrière, dans son rôle d'audit et du contrôle interne, c'est tout ce qui est audit sécurité informatique, il a tout un champ d'action qui évolue, qui est accentué par le RGPD, mais qui est naturel déjà au niveau de tout système d'information. Parce qu'effectivement, moi j'ai cru comprendre quand même que ce type de problématique allait surtout se poser pour les plus grandes entreprises, celles qui traitent massivement des données de particuliers, peut-être EDF ou Facebook, enfin ce genre de choses, qu'une petite entreprise qui fait qui est la cliente classique, habituelle d'un expert comptable, a priori, sauf cas particulier, serait peu concernés par le problème. Dans le e-commerce. Oui, c'est pas forcément des grosses entreprises, celles qui ouvrent un site internet au B2C, il n'y a pas forcément beaucoup de salariés derrière. Et pourtant, ça collecte énormément de données. D'accord. Mais il faut déjà avoir un peu de volume. Voilà. Alors, il y a un point important que le commissaire aux comptes doit vérifier aussi, c'est la mise en conformité de tout ce qui est contrat. Et là, je vais peut-être vous passer la parole là-dessus, parce que c'est un point important qui, moi, me tracasse beaucoup, que ce soit les contrats de travail, que ce soit les contrats de sous-traitants, tout ça, il y a une mise en conformité juridique qui... sur les chartes, etc. Sur les les chartes informatiques, les codes de conduite, et il faut les mettre à jour parce que forcément, ça ne prenait pas en compte les nouvelles obligations dans le cadre du RGPD. Et vous avez l'obligation aussi d'auditer tous les contrats conclus avec les prestataires de services. Alors, pour bien identifier ceux qui sont vraiment des véritables sous-traitants, ceux pour lesquels on pourra envisager une co-responsabilité, en tout cas une responsabilité conjointe avec une répartition de la responsabilité et surtout s'assurer que votre sous-traitant a bien dans ses propres obligations pris des mesures en matière de confidentialité et de sécurité. Et il suffit tout simplement d'envoyer une lettre missive en disant à votre sous-traitant compte tenu de l'entrée en application du RGPD le 25 mai 2018, merci de me garantir que vous avez pris telle et telle disposition. Et là, vous aurez tout de suite, s'il ne vous répond pas, c'est tout de suite inquiétant. Et je dirais aussi, en plus de dire, parce que c'est vrai qu'on est un peu anxiogène, mais soyons positifs, si on fait tout ce travail, d'abord c'est pour responsabiliser les acteurs, et ça c'est très bien, mais surtout ça va être un argument concurrentiel majeur, c'est-à-dire tous ceux qui auront fait l'effort, effectivement, certainement financier, certainement en termes de temps, parce qu'ils ont d'autres priorités actuellement, sera un argument au bout du compte concurrentiel. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes clients, c'est peut-être un coût au départ, mais ça sera un investissement porteur dans le futur. Oui, parce que tous ceux qui vont se faire appréhender par la CNIL, qui va forcément montrer du doigt que c'était des mauvais élèves, ou qui vont devoir régulièrement communiquer sur des notifications le fait de notifier des failles et donc communiquer éventuellement au grand public le fait qu'ils aient été attaqués. On parlait de l'impact de Uber. Je vous dis là tout de suite, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus confier leurs données à Uber, qui vont certainement arrêter d'utiliser les services de Uber. Donc ça a un impact énorme. D'accord.
que les gens sont de plus en plus sensibles à ce qu'on peut faire. Tout à fait, puisque comme ça a été très bien dit par Madame Nerbonne, on dit protection des données à caractère personnel, mais derrière, on protège la personne. De même qu'une entreprise doit aussi protéger les données de ses salariés, les données de ses clients, les données des prospects. Mais c'est avant tout, on protège la personne. La donnée, ça peut être peut-être abstrait pour certains, mais derrière, c'est une personne physique, c'est très concret. C'est surtout qu'en fait, on n'en fait pas grand-chose de ces données nous-mêmes. Mais effectivement, le jour où au moins se poser la question, et surtout, elles peuvent être utilisées par des tiers qui n'ont pas forcément des bonnes intentions. Alors, là, il y a plein de questions auxquelles on a répondu. Combien de temps doit-on conserver les données après la fin de notre mission? Alors, quels sont les bons réflexes à avoir pour l'archivage des données? Ça, c'est peut-être une question pour Serge. Les bons réflexes pour archiver les données? Je crois qu'on retombe un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut conserver les données personnelles uniquement en fonction de la finalité du traitement et la durée nécessaire à ce traitement. Donc on ne doit pas archiver des données qui, au-delà des 5 ans dont vous parliez par exemple tout à l'heure pour les fiches de paye, etc. Sinon, il faut sécuriser ces archives au même titre que ces sauvegardes et au même titre que ces serveurs actifs. Je crois que ça, c'est... Voilà. Donc sinon, il n'y a pas de particularité sur l'archivage, si ce n'est de leur donner le même niveau de sécurité qu'aux données vivantes, en fait. Je crois que c'est ça. Alors oui, les violations des données. Là, c'est un sujet. Si par hasard, on se fait pirater ou on a une infraction, enfin une intrusion dans notre système informatique, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a pas mal de choses dans le RGPD là-dessus, sur ce sujet-là. Effectivement, le règlement généralise une obligation qui n'existe à l'heure actuellement que pour les opérateurs de télécom, puisque là, elle l'étend à tous les responsables de traitement. Donc, c'est effectivement énorme. Et c'est pour toute intrusion, divulgation à des tiers non autorisés, mais également c'est une altération de données. Vous voyez, donc ça peut être assez large, le terme de violation de données. Qui me raquettent en cryptant mes données, ça, on a vu que ça avait atteint parfois quelques experts comptables. Là, alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je prévienne tout le monde que j'ai été hacké, que ça devienne une information publique à tous mes clients. Là-dessus, c'est vrai que l'information, ce qu'il faut déjà, c'est prévenir dans les 72 heures l'autorité de protection des données. Ça, c'est qui? Ça, c'est vous, ça? Oui, ça, c'est nous. C'est de la CNIL. Même si, effectivement, vous n'avez pas encore toutes les informations, parce que souvent, effectivement, ça prend un petit peu de temps pour remonter et savoir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, Uber, 9 mois, là, ils sont pas bons? Pas du tout. Okay. Donc là, effectivement... Et la question, d'ailleurs, était évoquée. Ça s'applique pas encore. Ils ont de la chance. Hein. Oui, mais ça va changer après le 25 mai 2018. Mais la question a été évoquée, effectivement, au groupe des CNIL européennes, parce qu'évidemment, par rapport à ces acteurs-là, ce sera des décisions qui seront prises au niveau européen. Donc, quand vous disiez tout à l'heure, mais quel sera le poids, effectivement, pour un exercice effectif, là, ce n'est pas simplement une autorité nationale, mais toutes les autorités européennes qui font bloc par rapport à un acteur. Donc, on peut se dire qu'effectivement, ça aura plus de chances de peser. Pour revenir à votre question, c'est vrai qu'il y a un processus d'information donc de l'autorité de protection des données avec une indication de ce qui a été fait et de la détermination du dommage ou en fait, du risque que cela représente pour la personne, de façon à juger si c'est nécessaire ou pas de l'informer. Alors concrètement, je détecte une intrusion dans mon système informatique. Les bulletins de paie des salariés de mes clients ont été recopiés, piratés. Je vous appelle. J'ai compris. Oui. Bon, et après? Et vous me dites, voilà, j'ai perdu les bulletins de paye, donc c'est effectivement non seulement les numéros de sécurité sociale. Je fais 800 payes par mois, donc il y a le montant du salaire. Ça n'était pas chiffré, malheureusement, donc effectivement c'est en clair. Ouais. Et du coup, là, c'est vrai que ça présente un risque élevé et vous allez, du coup, écrire effectivement à toutes les personnes. Aux 800 salariés pour lesquels je fais des bulletins de paye, je leur écris pour leur dire pour que leur bulletin de paye ait été volé. Oui. Ça ne paraît pas une mesure disproportionnée parce qu'il y a quand même un tempérament à la règle. Il faut qu'il y ait
mais pas besoin d'utiliser des moyens disproportionnés. Non seulement je dois reconstituer mes archives parce que mon informatique a été, mais en plus je perds tous mes clients parce que quand je leur envoie le courrier... c'est ça. Vous n'êtes pas fiable. D'où l'intérêt de chiffrer. C'est la perte de confiance dont on parlait. Après, il peut y avoir une communication via les radios. On voit bien qu'en matière de protection des consommateurs, des GCRF, parfois oblige... il faut que j'aille à la radio pour l'annoncer publiquement. Si vraiment c'est à grande échelle, regardez Uber, on l'a fait parce que le nouveau président a voulu s'accorder une nouvelle virginité par rapport à son prédécesseur. Mais on voit très bien que plus tard, quand ça sera un acteur tel que Uber, clairement, ils ne vont pas pouvoir envoyer à leurs je ne sais combien de clients un courrier. Donc là, ça sera un communiqué par voie de presse, comme on a vu pour l'automobile, en disant, voilà, il y a des problèmes sur telle série, plaquettes de frein, etc. Et si je ne le fais pas, parce que là, vous m'avez refroidi. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Sanction. Combien? Eh bien, ça peut aller jusqu'à 20 millions. 20 millions d'euros. Oui, parce qu'il y a une graduation, il y a des plafonds de 10 millions, 20 millions, voilà. Donc si j'ai une intrusion dans mon système, je suis mort. Oui, mais on s'était dit qu'on n'allait pas terminer forcément par une note anxiogène. Donc posez-nous vite une question plus positive. Mais là, c'est sûr que c'est inquiétant. Laurent Le Tonton, est-ce qu'on peut passer 2 minutes quand même pour rappeler des outils qui sont... Ah, bien sûr. Alors vas-y, pendant ce temps-là, je cherche une bonne question. Il y a audit informatique, c'est ce qu'on a sorti. Et la fiche numéro 6 porte effectivement sur le RGPD. Donc c'est disponible en téléchargement Compagnie régionale de Paris, des commissions aux comptes. Il y a ça qui vient de sortir, qui est on en parlait l'autre jour en débriefing, qui est un très bon ouvrage qui a été fait par la faille, le SIGREF et Technin, qui est une association qui représente les sous-traitants, notamment, enfin toutes les entreprises. Éditeurs, oui. Les éditeurs. Donc ça, c'est très bien fait. Il y a plein de tableaux. C'est assez pratique et conforme. Voilà. Et puis, moi, je veux dire que j'ai souvent référence au règlement. Il faut savoir qu'il est lisible, il ne faut pas hésiter. On arrive à le lire et à le comprendre. Je crois que c'est quand même assez important. Donc, c'est accessible, si je puis dire. Ce n'est pas une loi compliquée à lire. Voilà. Alors, écoutez, ça mérite d'être souligné, parce que c'est rare qu'on me fasse ce commentaire. Donc, bravo. Donc là, effectivement, j'ai encore une question. Alors, ce n'est pas la dernière, parce qu'on a de la place. Des outils pour se conformer au RGPD existent-ils? Si oui, où les trouver? Donc, tu viens de répondre en partie. Il y a aussi, qui va être publié sur le site de la compagnie, une liste des étapes à faire. La cartographie des données, la cartographie des traitements, etc. C'est sur le site de la CNIL déjà. Voilà. Alors, j'en ai fait toute une liste assez longue, il y a en 15 points, y compris sur les aspects de sécurité, qui va être téléchargeable sur le fil. Et puis, je pense, moi, ce qui est pratique, c'est de faire une fiche quand on analyse un traitement, se faire une fiche un peu structurée qui reprend un peu les différentes... c'est ce que j'ai fait, enfin, je peux la mettre à disposition qui veut, qui fait référence effectivement aux articles de loi pour dire, voilà, j'analyse, et j'analyse aussi les données en fonction de leur sensibilité. Effectivement. Voilà, si on a des questions... Et le transfert de données hors de l'Union européenne, ça c'est une question aussi. Bon, si on a des questions concrètement, on peut écrire à la compagnie des commissaires aux comptes. Oui. Tu réponds? Oui. Oui, Serge répondra. On peut vous consulter? Pas de problème. On peut écrire à la CNIL? On vous appelle? C'est vrai que... Comme évidemment, on sent que tout le monde est pris de frénésie en se disant mais c'est une législation qui existe depuis 40 ans, mais tout d'un coup, parce qu'effectivement, elle prend ce virage, c'est vrai que les sanctions n'y sont pas pour rien, mais également quand même l'idée effectivement du facteur de compétitivité qui est vu par des entreprises aussi qui se disent je vais intégrer ça dès le départ, comme ça je pourrai m'appuyer sur ce capital confiance pour vendre mes produits. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. On intègre cette problématique tout de suite pour construire en fait le monde numérique de demain. C'est vrai qu'il s'est développé très vite sur le plan technologique. C'est comme toujours le droit court derrière. Mais là, je dirais qu'on peut s'honorer d'avoir une réglementation qui fait sens parce qu'elle vise à remettre l'individu et son pouvoir sur ce qui se passe à partir de ces données et de toute son identité numérique. Allez taper votre nom sur Google, il y aura peut-être des choses qui sortiront et vous direz « Ah, mais je vais demander le déréférencement de ces informations ». On est content quand même de pouvoir utiliser certains de ces droits, même si ce n'est pas encore très connu, parce qu'il y a toute une pédagogie à faire autour de ces questions. Et sur les outils, moi je dirais qu'on a à la CNIL déployé des outils pour les professionnels, mais qu'on peut difficilement être en bilatéral avec chaque demandeur. Donc on s'appuie sur des têtes de réseau. On identifie effectivement quelles sont les associations professionnelles et là je crois que vous constituez une fantastique tête de réseau pour justement faire remonter les problématiques que peuvent avoir effectivement vos différents membres, de façon à ce que vous en ayez une vision globale, que vous puissiez
nous transmettent pour travailler ensemble. Et c'est là où, effectivement, nous développons beaucoup ce travail avec les points de contact. Bon, j'espère qu'on comprend un petit peu mieux ce qu'est aujourd'hui le RGPD, donc peut-être moins peur que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Je crois que vous êtes un peu en retard, mais c'est pas de votre faute, c'est parce que vous étiez en train de travailler sur un projet de loi ou... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui même, c'est un scoop, nous avons rendu notre avis sur le projet de loi qui, effectivement, concerne l'actualisation de notre législation sur la protection des données, du fait, d'une part, donc, du règlement. Bon, lui, il est d'application directe, certes, mais il y avait quand même une cinquantaine, puisque vous l'avez lu, de marge de manœuvre laissées aux États. Donc, effectivement, ce texte de loi a pour objectif, effectivement, d'utiliser certaines de ces marges de manœuvre, mais peu, pour rester bien dans l'esprit du règlement et ne pas avoir trop de spécificité nationale, parce que sinon, ça va à l'encontre même. Voilà. Exactement. Et ce texte de loi, effectivement, il transpose également la directive concernant les fichiers régaliens, police-justice. Donc, pas de surtransposition. Vous y engagez ? Parce qu'on n'est pas habitué. C'est vrai que je crois que c'est le souci, effectivement, que l'on a fait passer dans notre avis. Les prochaines étapes, c'est le Conseil d'État la semaine prochaine et passage en Conseil des ministres le 13 décembre pour qu'effectivement on puisse avoir une loi avant, bien évidemment, le 25 mai 2018. Donc janvier peut-être, c'est ça, le calendrier ? Alors, je crois que c'est plutôt février-mars, en espérant que ça ne glisse pas davantage. D'accord. Vous revenez si on vous invite pour nous en parler ? Et puis répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Et ben avec plaisir. Et ben voilà. Donc merci de vous avoir suivis. Et donc on aura l'occasion de se revoir début 2018 pour refaire un point sur les nouvelles obligations après ce projet de loi qui devrait normalement ne rien rajouter comme contrainte. On est d'accord. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.